Alors, bonjour encore et bienvenue à toutes et à tous, ou bonsoir, bon après-midi, selon là où vous êtes en ce moment. Installez-vous confortablement chez vous, là où vous êtes, dans vos bureaux ou où que vous soyez. Bienvenue encore. En attendant que d'autres nous rejoignent, nous allons commencer notre webinaire. Inscrivez votre note sous la fenêtre chat, nom, prénom, organisation. D'accord? Nom, prénom, organisation où vous êtes situé en ce moment pour permettre aux autres participants de savoir qui sont avec vous en ce moment. Lorsqu'on regarde le chat, il y a pas mal de profils diversifiés, des enseignants, des humanitaires, des non-humanitaires. C'est des profils aussi diversifiés et situés dans des pays comme je peux le voir, dans le Congo que je voyais. Bienvenue encore. Alors, parfait. Nous allons passer alors des moments de partage, riches de partage en ce moment, sur le thème qui s'affiche à vos écrans. Je voudrais me rassurer que vous voyez bien le thème qui s'affiche sur vos écrans. Conseils pour adapter des supports de formation à un apprentissage en ligne. Vous tous, vous voyez très bien, vous me rassurez. Alors, donc, nous sommes une équipe d'humanitaires qui allons faciliter ce webinaire. Je m'en vais me présenter et je passe la parole à Olivia. Je suis Lucille Bationo. Je suis responsable régional du renforcement des capacités dans l'humanitaire pour la région Afrique de l'Ouest et centrale pour Save the Children. Olivia, je te passe la parole pour te présenter. Merci Lucille. Bonjour à tous. Donc moi c'est Olivia, je suis celle qui va animer ce webinaire aujourd'hui. Je travaille dans l'équipe de renforcement de capacités humanitaires chez Save the Children depuis maintenant 6 ans. Donc je suis basée à Londres. Ma spécialité c'est l'apprentissage aux adultes et aussi la gestion de projets. Et de temps en temps, je suis déployée sur des réponses humanitaires. Et l'une des missions qui me tient le plus à cœur, c'est la traduction, la contextualisation et l'adaptation de ressources d'apprentissage destinées à un public francophone, dans un monde où l'anglais est omniprésent. Donc on espère qu'aujourd'hui, ça va vous être utile et j'ai hâte de voir vos questions s'afficher. Très bien. Merci Olivia. Alors, une qui va nous appuyer dans cette équipe, c'est Sheila Waruo. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez Sheila. Elle va nous appuyer avec le chat. Nous allons essayer d'assister et nous assurer que nous répondons à vos questions, à vos préoccupations. Donc, vos questions, nous allons vous inviter à les inscrire sous la fenêtre questions-réponses. Alors, combien n'ont-ils pas été préoccupés par comment adapter des outils de formation à des apprentissages en ligne? Donc, ce webinaire va vraiment nous permettre de partager là-dessus. Alors, on va se rappeler se faire quelques rappels introductifs. Donc, je disais tantôt, sur la fenêtre questions-réponses, vous allez poster vos questions là-dessus et nous allons trouver un espace, 2 espaces, en milieu de webinaire et à la fin du webinaire pour vous répondre à vos préoccupations. Olivia va faire autant que possible de faire un retour à vos questions, mais les questions qui ne seront pas couvertes, Sheila et moi, nous allons veiller à cela. Ensuite, autre rappel important, ce webinaire, il est enregistré. Alors, merci pour votre attention soutenue, votre écoute active pour vraiment tirer le meilleur profit de cet échange. Aussi, un autre rappel important, c'est que vous aurez le badge, vous aurez un badge à la fin. On va vous communiquer le lien pour avoir accès à ce badge qui va certifier votre session. Ensuite, l'adresse tweet, c'est ce que vous voyez en face sur vos écrans. Merci bien. Sur ce, on va continuer avec notre webinaire en passant à l'agenda.
et que Olivia va vous présenter et ensuite pour le reste de la session. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, encore bienvenue et je souhaite que vous ne manquiez pas d'inscrire votre nom et prénom et votre organisation pour permettre de savoir qui vous êtes. Olivia, je te passe la parole pour la suite. Merci Lucille. Donc commençons parce qu'on a pris un peu de retard en attendant que plus de personnes se joignent à nous. Merci à tous ceux qui se sont connectés bien avant le début. Comme vous avez pu le lire, dans les 50 minutes à venir, on va essayer de désacraliser l'adaptation de supports de formation à des apprentissages en ligne. Donc voilà, comme l'a indiqué Lucille, posez vos questions, ne vous inquiétez pas, on ne vous ignore pas, on a vraiment aménagé des pauses pour pouvoir y répondre. Donc, pour commencer, on va lancer un petit questionnaire qui devrait s'afficher à l'écran. Sheila, if you want to launch the poll. Donc voilà, voyez le questionnaire. Sur une échelle de 1 à 5, comment vous sentez-vous quand il s'agit d'adapter des supports de formation traditionnellement utilisés en présentiel pour les transférer à la sphère virtuelle? Donc, on va vous donner un peu de temps pour répondre. Pour l'instant, on a une parfaite égalité, sachant que 1, c'est pas du tout à l'aise et 5, c'est vraiment très à l'aise. OK. On a plus de 3, donc pas forcément à l'aise, mais pas non plus complètement inconfortable. Super. Moi, j'ai l'impression qu'on a un bon équilibre dans la salle de gens qui soit maîtrisent l'outil, soit ne maîtrisent pas du tout l'outil, ou de gens qui sont à peu près au milieu. Donc, en espérant que sa session vous soit utile, merci beaucoup d'avoir contribué à ce questionnaire. Donc, aujourd'hui, l'agenda, c'est celui-là. On va commencer par parler un peu de théorie quand il s'agit d'adapter ce contenu. Je vais vous donner un exemple pratique sur le programme que je gère moi. Et après, on partagera quelques enseignements tirés de l'expérience. Alors, commençons par un rappel rapide sur l'apprentissage en ligne. Donc, par faute de temps, on ne va pas s'épancher trop sur la théorie et rentrer dans toutes les modalités, mais c'est important de faire ce rappel rapide. Donc, tout d'abord, c'est un outil complètement différent. Il y a moins de temps disponible, donc il va falloir être plus succinct. N'essayez pas de transcrire mot à mot le contenu de votre formation, d'accord? Ce n'est absolument pas réaliste. Il faut adapter ce contenu à ce nouveau mode d'apprentissage et donc repenser complètement la manière dont vous allez faire passer les points clés. Il ne s'agit pas d'avoir des gens présents avec vous 8 heures par jour. Personne ne peut tolérer 8 heures par jour devant un écran. C'est pas non plus la même manière de mobiliser les apprenants. Donc, comment vous allez briser la glace, par exemple? Comment vous allez créer cette ambiance de groupe? Comment vous allez programmer vos activités de groupe? Y aura-t-il un espace pour le partage d'expériences? En gros, beaucoup plus d'efforts vont devoir être déployés pour y parvenir. Car donc, l'outil en ligne est forcément moins interactif, quelle que soit l'option que vous choisissez, et il faut en être conscient. Il y a un énorme défi technologique aussi. Êtes-vous sûr que les gens à qui vous destinez vos apprentissages ont un accès à Internet? Êtes-vous sûr qu'ils ont une bonne connexion Internet qui va leur permettre d'avoir accès aux logiciels qui sont un peu lourds? Parce que, en fait, où est basé votre public cible? Trop souvent, on voit des solutions d'apprentissage qui sont développées en Occident pour l'Occident et qui ne sont pas du tout adaptées aux réalités de l'humanitaire et des gens qui travaillent sur le terrain. Et enfin, posez-vous la question, est-ce que ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre? Parce que si le contenu est déjà créé, plutôt que d'utiliser des ressources pour créer quelque chose d'équivalent, peut-être qu'il y a moyen de développer un partenariat pour faire un partage de ressources. Pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Donc, au niveau des modalités d'apprentissage en ligne, il y a des éléments à prendre en compte lors de la conception de vos solutions. Et les réponses à ces éléments vous aideront à trouver la bonne modalité. Donc, au niveau de la présence, déjà, est-ce que le facilitateur, le formateur, doit être présent en même temps que l'apprenant?
Parce que s'il doit être présent en même temps que l'apprenant pour modérer, par exemple, il va falloir se diriger vers un webinaire, faire un atelier en ligne, quelque chose que vous pouvez animer assez facilement. Donc, il y aura des solutions comme Teams, Zoom et autres logiciels qu'on a vu se développer pendant Covid. Au niveau de l'outil que vous allez utiliser aussi, où est-ce que va se dérouler votre apprentissage? Est-ce que ça va être un webinaire en direct, comme on l'a vu dans le point précédent? Est-ce que vous voulez créer un module que vous allez pouvoir disséminer et qui va vivre sa propre vie sans votre supervision? Est-ce que vous voulez une plateforme d'apprentissage en ligne qu'on appelle un LMS, Learning Management System? Ou est-ce que vous voulez intégrer des forums de discussion ou même des évaluations et des devoirs pour vérifier que les apprenants prêtent attention? Toutes ces questions-là vont vous permettre de choisir la bonne plateforme. Et enfin, le rythme. Est-ce que les apprenants vont pouvoir accéder au matériel que vous leur proposez à leur propre rythme et quand ils le souhaitent? Ou est-ce qu'ils doivent se connecter en même temps que les autres apprenants? Est-ce que les ressources que vous proposez seront disponibles en téléchargement? Parce que du coup, quand les apprenants perdent la connexion internet, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ces ressources? Est-ce que vous leur proposez des lectures supplémentaires aussi dans leur propre temps? Tout ça, c'est des modalités que vous devrez réfléchir avant même de commencer à développer votre solution. Donc là, je vais vous faire travailler un peu et je vais vous demander, selon vous, qu'est-ce que c'est une bonne expérience d'apprentissage en ligne? Parce qu'on a tous reçu des apprentissages en ligne, on a tous été participants. Et à quel moment vous vous êtes dit, là, c'est une bonne expérience? Donc, je vous laisse un peu de temps pour répondre dans la fenêtre, dans le fil de discussion. Ne soyez pas timide, quelques mots suffiront, même des mots-clés, vous n'avez pas besoin de taper. Vous devez utiliser le chat, donc pas la fenêtre questions-réponses, Q&A, mais le chat plutôt. Alors, on a une première réponse, merci beaucoup. Donc, on a une réponse qui dit quand c'est participatif et pas juste écouter le présentateur. Donc oui, il y a un élément de comment on fait pour engager les apprenants et qu'ils ne subissent pas complètement le contenu. Merci beaucoup pour cette première réponse, c'est toujours la plus difficile. Quand la formation est interactive et collaborative, absolument, merci aussi Abdeljali. Est-ce qu'on a d'autres idées? Quand la connexion est bonne. Brahima, ça sent le vécu, tout à fait. Si on a beaucoup de mal à accéder à ces espaces d'apprentissage, une frustration va s'en dégager, du coup, on va être complètement déconnecté de l'apprentissage. Merci beaucoup pour vos réponses. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de liste exhaustive, hein. La participation doit être volontaire, la participation doit être active et donc non passive, et des objectifs d'apprentissage clairs doivent être définis. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou comment vous allez accéder au savoir, ça va être très frustrant. Donc, pour l'apprentissage en ligne, quelle que soit l'approche que vous utilisez, ce qu'on vient de dire s'applique. Si les apprenants sentent qu'ils n'apprendront rien, ils vont se désengager. Et dans un environnement virtuel, il va être plus difficile de les remotiver ou de savoir que votre groupe entier s'est désengagé. Donc, vous saurez quand une expérience d'apprentissage a engagé vos apprenants correctement grâce à leur enthousiasme et ne serait-ce qu'à l'égard du contenu, mais du cours aussi, parce que vous allez recevoir des commentaires, des évaluations. Donc, faites en sorte d'avoir les outils de suivi et d'évaluation pour surveiller tout cela. Donc, après ce bref aperçu des considérations clés relatives à l'apprentissage en ligne, passons rapidement à l'apprentissage mixte, ce qui s'appelle en anglais le blended learning, si jamais vous avez entendu cette terminologie. C'est une approche hybride. Ça combine la formation en ligne et en présentiel. Ça peut prendre de nombreux formats. Il peut y avoir des activités en présentiel, sur la sphère virtuelle. Ça peut être facilité par un formateur.
Ça peut être au rythme de l'apprenant, ça peut être à distance, il peut y avoir du coaching ou du mentoring. Il y a divers modèles et dans ma carrière, j'ai eu à en gérer quelques-uns, d'un programme de 6 mois accrédité par une université à un programme de 8 semaines développé pour une région spécifique. L'accent va être mis sur la façon dont vous atteignez les résultats d'apprentissage plutôt que sur une seule méthode de facilitation, d'accord? Donc au niveau des avantages, l'apprenant va avoir plus de contrôle sur la manière et le moment dont il souhaite s'engager. Il va accéder à l'apprentissage à son rythme et quand il le peut. Et ça va être plus compatible avec une charge de travail lourde et une technologie peu fiable. Parce que quand vous vous faites des grosses journées au travail, des fois le soir, vous pouvez pas. Ou alors vous pouvez pas isoler un créneau de 2 heures pour vous connecter à un webinar en live. D'accord? Les cours à votre rythme aussi sont efficaces pour partager des informations rapidement. Surtout s'il s'agit de former des gens sur des thèmes clés comme par exemple le code de conduite, les politiques de sauvegarde. Vous pouvez toucher un large éventail de personnes, vos employés, mais aussi les communautés avec lesquelles vous travaillez et les bénévoles par exemple. Et enfin, du coup, vous pouvez enseigner à grande échelle et traquer relativement le progrès, savoir qui a fait quoi. Les limites, donc c'est un engagement et une interactivité plus limitée. L'impact d'apprentissage aussi peut se révéler limité. Quand vous avez quelqu'un dans la salle de classe avec vous, vous savez si la personne s'est endormie, par exemple. En ligne, vous aurez beaucoup plus de mal à contrôler ça. De plus, les cours à rythme individuel, donc les apprenants font à leur propre rythme, sont souvent coûteux à développer et peuvent être difficiles à garder à jour. Maintenant, avec la crise Covid, plusieurs programmes de formation qui normalement opèrent via cette méthode, donc d'apprentissage mixte en moitié virtuel, moitié présentiel, doivent maintenant se passer de l'aspect présentiel. Donc la question qui se pose, c'est que faire de ces cours en classe? Est-ce qu'on doit tout adapter à la sphère virtuelle ou est-ce qu'on doit se dire que certains aspects des formations ne sont pas destinés à être adaptés? Donc, compte tenu de ces considérations et avant de passer à un exemple beaucoup plus pratique, je vais vous laisser un peu de temps pour poser vos questions sur cette première partie de la présentation. Merci de les inscrire sur la section questions-réponses. Olivia, pour le moment, je ne vois pas, on peut donner quelques instants. On va donner quelques instants, comme ça je prends un peu d'eau. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Et tout le long du webinaire, si vous avez une question, posez-le parce que Lucille et Sheila sont en train de regarder les questions qui arrivent et pourront les partager avec moi au bon moment. Tout à fait. Donc, merci de noter vos questions. Vous voyez la fenêtre questions-réponses. Merci de les inscrire afin que Olivia revienne là-dessus. OK. Olivia, il y a une question qui est là. Très bien, Lucille. Donc, je te laisse. Vas-y. Tu vois la question? Je vois la question, donc je vais la lire. Merci, Lucille. Donc, en tant qu'expert de formation des adultes, que pensez-vous de la durée des formations de 3 à 5 jours par rapport à des formations de courte durée, 1 jour ou 5 heures, sous l'aspect efficacité et impact? Merci, Adamou, pour cette question. Alors, tout va dépendre de qu'est-ce que vous essayez d'apporter. Les 3 à 5 jours, ça peut être pour plusieurs sujets en même temps qui vont former un tout. C'est vrai que traditionnellement, on aime bien organiser des formations, recevoir les pairs d'IM, avoir tout le monde toute la journée, on parle beaucoup et on mange beaucoup. Si c'est juste un petit aspect sur lequel vous devez partager des apprentissages, pensez vraiment que des fois, une demi-journée sur le lieu de travail peut suffire et peut permettre justement aux gens d'être plus engagés. Ça va vraiment, Adamou, votre question, ça va vraiment dépendre de quelle est la chose que vous cherchez à enseigner. Abdel Jalil, est-ce que télécharger le cours en off, cela pourrait faciliter aux participants qui ont une connectivité limitée? Tout à fait, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Vous lancez des cours, vous les téléchargez et après vous y accédez finalement comme si c'était pré-téléchargé sur votre ordinateur et sans aucun besoin d'Internet. Et c'est quelque chose que la plateforme Kaya, par exemple, propose et qui se démocratise de plus en plus.
On va prendre une autre question si jamais. J'ai Oui. l'impression... Il y a une troisième question, n'est-ce pas? Est-ce que dans la chat box? Non, c'est la même question en fait. C'est la question que Très tu bien. viens de répondre. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer. Et si vous pensez à des questions, n'hésitez pas à les écrire. On a un autre espace questions qui est aménagé bientôt. Très Alors, bien. Olivia, et ce n'est pas une question. Oui. Quelqu'un a dit, pour moi, ce n'est pas des questions, mais plutôt des apports. J'ai Oui. 2 années d'expérience dans le blending learning. On ne peut pas transposer tout ce qu'on fait dans nos classes traditionnelles, dans les classes virtuelles. Il faut l'adapter. Pour le contrôle des apprenants, il faut un règlement intérieur pour ça. C'est une contribution. Absolument. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, Yaya. En effet, on ne peut pas tout transposer et des fois, il faut se le dire haut et fort que certaines ressources d'apprentissage sont uniquement destinées à être facilitées en salle de classe. Très bien. Merci, Lucille. Merci pour vos questions. Je vais continuer donc pour parler dans cette seconde partie d'un aperçu du programme que je gère et de la manière dont nous avons adapté nos apprentissages traditionnellement faits en classe à la sphère virtuelle. Donc, une introduction rapide au HOP, le Humanitarian Operations Programme par son acronyme anglais. C'est un programme phare de l'équipe de renforcement de capacité de Save the Children qui a été créé il y a à peu près 15 ans et qui a dû s'adapter à l'évolution du secteur humanitaire. Donc, il y a seulement 3 ans de ça, le programme était linéaire, sur une durée de 6 mois, accrédité par une université britannique. Il était peu flexible et au final assez coûteux. C'était un mélange de formation résidentielle, d'apprentissage en ligne et de devoirs universitaires. Donc, il y avait un impact, mais on a dû repenser la manière qu'on avait de transmettre ces apprentissages. Donc, l'objectif du programme a toujours été de renforcer la capacité du personnel travaillant sur les réponses humanitaires. D'accord? C'est vraiment un programme qui s'adresse à toutes les audiences qui travaillent sur ce front humanitaire et qui se destine plutôt à un public junior, donc composé de ceux qui commencent leur carrière ou qui ont fait la transition depuis le secteur du développement ou alors qui n'ont vraiment jamais reçu de connaissances théoriques sur ce que c'est l'humanitaire. En 2016, on a fait une évaluation qui a reconnu l'impact du programme, mais par contre, on a reçu des recommandations qui reflétaient les défis de l'apprentissage humanitaire. Donc, en reconnaissant la nature changeante du paysage humanitaire, on a dû adapter nos méthodologies d'apprentissage. D'accord? On a structuré autour des principes d'accessibilité, d'évolutivité, de localisation et de portée. Donc maintenant, on a une solution plus flexible et adaptée et on a veillé à ce que notre public cible, finalement, qui est notre public le plus important, touche les personnes qui génèrent le plus d'impact. Donc voilà, tout ça, ça a été motivé par les principes de durabilité financière, de ressources limitées en matière de personnel, ainsi de suite. Donc voilà, en pratique, maintenant, le HOP, après une année de refonte, est beaucoup plus flexible, comme je vous le disais, et basé sur des besoins spécifiques d'apprentissage liés au contexte. On a 3 niveaux. On a le HOP Fundamentals, comme vous pouvez le voir sur l'écran, qui est une série de modules interactifs en libre accès que les apprenants peuvent compléter à leur rythme. D'accord? Donc ce cours est hébergé sur la plateforme Kaya et complètement gratuit. Il y a de nombreuses sessions, d'accord, que l'on a soit demandé à des partenaires de nous prêter ou que l'on a dû développer parce qu'elles n'existaient pas encore sur la sphère de l'apprentissage en ligne humanitaire. Donc, Hop Fundamentals en français a été lancé ce lundi, donc est maintenant disponible et on vous donnera l'adresse si jamais vous êtes curieux. Le deuxième niveau, du coup, on s'est dit, bon, on touche la sphère globale avec ces apprentissages en ligne. Qu'en est-il des pays? Donc, on parlait du staff humanitaire, de tous nos partenaires nationaux, et on a créé une formation de 5 jours, un mélange de sessions interactives et d'une simulation bureau, en fait, qui est contextualisée aux réalités humanitaires du pays dans lequel les participants sont basés.
Donc, par exemple, Lucille et moi, en mars dernier, on a facilité cette formation au Burkina Faso en français pour la première fois, et on avait un mélange de personnel humanitaire provenant de différentes organisations. Et enfin, le dernier niveau, c'est un niveau régional, donc la simulation réponse, et c'est un exercice intense de 8 jours. En temps réel, en fait, les participants sont complètement coupés du monde et naviguent une fausse réponse humanitaire avec des acteurs et des simulations. Il y a des observations et du mentorat aussi. Et en fait, on veut vraiment tester la rétention d'apprentissage des participants. Donc ça, c'est le nouveau modèle. Comment on a fait? Moi, je propose qu'on se concentre sur le Hub Fundamentals, donc, qui est pertinent au terme du webinaire d'aujourd'hui. Et on se pose la question de comment on a fait pour créer ce contenu en ligne. En réalité, avant de faire ça, les sessions, c'était des PowerPoints qu'on faisait sur un projecteur dans une salle de classe quelque part dans un pays, d'accord? Et on s'est dit, il va falloir qu'on adapte ça parce qu'on ne peut plus voler dans tous les pays pour faciliter ces sessions. Donc, gardez en esprit aussi que cet exemple que je vais vous donner est un exemple parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est le seul exemple à suivre. Donc, qu'avons-nous dû considérer? Il fallait comprendre aussi quels cours nous devions prioriser. Quelle était notre audience, le niveau d'apprentissage, les objectifs d'apprentissage et quels cours sur lesquels on devait se concentrer. On s'est posé la question si on devait utiliser des ressources existantes sur la sphère virtuelle ou créer du contenu pour combler un manque. Donc, sur les 40 modules à peu près de la plateforme, on a seulement dû en créer 9. On a dû trouver des experts pour nous dire si le contenu était pertinent et mis à jour. Et après, on a dû se poser la question, est-ce qu'on embauche des experts numériques qui vont pouvoir créer ce contenu pour nous ou est-ce qu'on va embaucher une compagnie dont c'est la compétence? Donc voilà, déjà, ça fait pas mal d'experts. On a un expert technique pour le sujet, donc par exemple un expert santé-nutrition. On a un expert numérique pour pouvoir créer ce module et on a un expert apprentissage aux adultes pour être sûr que le contenu donné par l'expert technique peut parler aux gens qui vont faire ce module. Donc, les outils qu'on a utilisés, on a utilisé RISE, R-I-S-E. C'est un outil de développement d'apprentissage en ligne rapide et qui va permettre à quiconque de développer une solution d'apprentissage. Ça va être très générique, mais au final, ça vous donne une espèce de trame où vous pouvez insérer votre texte et vos photos. Et à la fin, quand vous le publiez, ça fait un module de formation. Pour rendre les choses un peu plus excitantes, on a utilisé la suite Adobe, donc avec Photoshop, Illustrator, je ne sais pas si ça vous parle, ces logiciels. C'est des logiciels de création pour créer des visuels, des petits personnages, quelque chose qui va rendre le module nettement plus interactif. Et une fois que le SCORM est finalisé, donc le SCORM, c'est le module que vous avez créé, il a été lancé sur la plateforme Kaya, il a été imbriqué sur la page Hop et il a été partagé avec des partenaires. Donc globalement, voici le processus. Faire une identification de modules que vous voulez créer, vous entendre sur les objectifs d'apprentissage, trouver votre expert technique, créer le contenu, faire une réunion créative pendant laquelle vous allez revoir la trame que vous avez créée. Puis, l'expert numérique va créer le module, vous allez le réviser, des changements vont s'opérer, et enfin, après le test, vous lancez votre module. Donc, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai préparés pour vous. Je les ai extraits de nos modules en anglais qui existent aussi en français. Donc, ne vous affolez pas, tout existe en français. C'est juste que comme cette présentation a été déjà faite en anglais, je me suis permis de garder ces exemples anglais. Donc voilà, à quoi ça peut ressembler? Là, c'est un exemple typique d'un module sur la communication humanitaire. Comme vous le voyez, c'est un profil assez professionnel. On a des images, on a des textes qui sont en gras. On peut vraiment insister sur les aspects les plus importants. Ce qui est très important aussi, c'est les études de cas. Donc ici, c'est une étude de cas sur la première crise Ebola en 2014 et ça va permettre à la personne de comprendre la situation pratique
pour après appliquer l'apprentissage à la situation. Comme ça, on ne reste pas juste sur de la théorie, du générique, on contextualise ces apprentissages. Ici, il y a Yasmine, donc c'est un personnage qu'on a créé pour un module de gestion responsable des données dans l'urgence. Et Yasmine est un gestionnaire de programme humanitaire qui est basé au Nigeria. Et en fait, vous apprenez à connaître Yasmine et vous allez l'aider à naviguer des dilemmes humanitaires où plusieurs choix vous seront proposés et vous devez dire à Yasmine, ben moi je ferai ça. Voilà, donc ça permet vraiment de se projeter dans un exemple concret. On a plusieurs exemples de petits quiz ou de petits tests qui existent. Donc, par exemple, ici, c'est un module sur le WASH dans l'humanitaire. Et vous voyez, vous devez rattacher des nombres et des standards et vous devez après cliquer sur soumettre pour voir si vous avez été correct. De plus ici, pour le type de toilette, vous devez dire quel type de toilette il s'agit. Donc, ça permet de visualiser, mais aussi vous rendre compte que il faut vous engager avec le module pour y arriver à la fin. Ce n'est pas juste une question de cliquer, cliquer, cliquer jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. On essaie de faire en sorte de solliciter l'apprenant. Ici, on a un autre exemple d'interactivité dans le module sur l'introduction à l'humanitarisme. Vous voyez la dame qui demande de sélectionner la phrase la plus correcte et vous devez cliquer. Ici, vous devez cliquer sur une case et la tirer vers la bonne réponse. Pareil, c'est des jeux de souris, mais au moins ça éveille l'attention de l'apprenant. Donc, avant de passer aux questions, vous pouvez aussi vous dire que dans un module que vous allez créer, vous pouvez faire en sorte de verrouiller certains tests, ce qui veut dire que les apprenants ne pourront pas continuer à moins d'avoir validé les On tests. t'a perdu. Allô? Ok, donc on va passer aux questions. J'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui se sont posées. Lucille, est-ce que tu peux me faire un résumé, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas si on a perdu Lucille, mais du coup, je vais continuer. Brahima avait posé une question sur est-ce que dans une formation en ligne, l'interaction peut être efficace lorsque les participants ne se voient pas? Brahima, c'est une très bonne question parce qu'évidemment, on est des créatures sociales et créer un contact visuel, ça contribue énormément aux dynamiques de groupe. Donc, ce n'est pas du tout simple, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Donc, si vous faites un atelier en virtuel, par exemple sur Zoom, vous pouvez demander aux gens de partager, d'ouvrir leur caméra pour qu'ils se voient. Ça permet aussi de voir que personne ne regarde ses mails sur le côté ou n'est allé se faire le petit déjeuner. Mais ce n'est pas simple parce que particulièrement dans un forum où l'apprenant est en contrôle de son apprentissage, ça va être très difficile de créer cette sensation humaine. Paul a posé la question: comment se rassurer de la qualité de la compréhension pour les apprenants dans les virtuels? Donc Paul, un des éléments de réponse que j'ai, c'est de créer ces petites activités, ces petits tests, ces petits quiz, juste vous assurer que les apprenants ont compris ce qu'ils lisaient. Donc ça permet de dire: je vous donne la théorie, voilà la théorie, on l'a mis en pratique. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un espèce de QCM finalement, et c'est une des méthodes pour se rassurer sur le fait que les apprenants ont compris. Justin, c'est important la création des modules et c'est génial les orientations. Merci beaucoup Justin. Pouvez-vous nous partager les liens? Absolument. Donc Justin, ce qu'on fera à la fin, c'est qu'on vous partagera ces liens. Ne vous inquiétez pas. Lucille, Sheila, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles il faut répondre ou est-ce que nous continuons? Oui. Est-ce qu'il y a une question qui était posée par rapport à une formation qui avait été programmée? La personne avait mis ça dans le fil de discussion. Il n'a pas eu l'opportunité de réaliser la formation. Et comment pouvoir réaliser la formation avec des soucis de connectivité pour ses participants? J'ai la question de Daouda, en effet. Donc, qui a été reporté à plusieurs reprises à cause du programme volatile de ceci. Comment gérer la situation?
Alors, c'est très difficile quand vos apprenants ne disposent pas d'un accès à Internet de qualité. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour des considérations multiples, il va vraiment falloir vous poser une question sur quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous avez moyen de leur faire parvenir les apprentissages, par exemple, sur clé USB, où vous prétéchargeriez vos ressources et vous leur envoyez ces apprentissages, comme ça, même s'ils n'ont pas Internet, via la clé USB, ils pourraient compléter ce qui est attendu d'eux. Des fois, si c'est vraiment trop difficile, le contexte sécurité n'est pas bon ou sanitaire n'est pas bon, est-ce qu'il faut que vous mettiez en place un espèce de guide de l'apprenant où finalement on en revient aux bases du format papier et un apprentissage un peu plus épistolaire. Mais là, en n'ayant pas tous les éléments, Daouda, j'ai du mal à complètement répondre à votre question. Je vais répondre à celle de Nazis et on continuera. Je voudrais savoir quels avantages ont ceux qui ne sont pas humanitaires à participer à ces formations. Alors, Onassis, là, je donne un exemple humanitaire parce que c'est la sphère dans laquelle j'évolue, mais au final, on s'est rendu compte avec Covid qu'on était un peu tous dans le même panier et que du jour au lendemain, on se retrouvait un peu plus dans des grandes trames humanitaires où on a beaucoup de mal à aller au boulot et où la société est complètement interrompue. Donc, si vous parlez du webinaire aujourd'hui, donc c'est vraiment destiné à ceux dont le mandat, c'est la dissémination des apprentissages. Est-ce que vous avez un mandat à parler à vos collègues ou à des gens avec qui vous travaillez pour les former sur des questions? Si vous parlez de la formation que je vous présentais, le HOP, c'est si vous avez la moindre curiosité sur des domaines humanitaires ou si vous êtes issu du monde du développement, et on le voit trop souvent, des gens qui travaillent dans le développement, tout d'un coup, il y a une crise humanitaire et ils ont besoin de donner un coup de main à la réponse. Très bien, donc continuez à mettre vos questions. On va continuer, mais on aura un espace à la fin, Lucille. Donc, on va continuer. Okay. Très bien, très bien. Ok, donc globalement, on va parler des quelques enseignements tirés de cette expérience que j'ai eue sur le HOP. Donc, quelques considérations générales. Encore une fois, le contenu, certains contenus, le contenu en ligne n'est pas destiné à remplacer celui en présentiel, d'accord? Il s'agit là de compléter. Certaines sessions n'ont pas lieu d'être forcées sur la sphère numérique. Il faut en être conscient et dire qu'on travaille avec cette contrainte-là. Envisagez aussi vos stratégies de diffusion, d'accord? Vous avez eu les ressources de créer votre solution en ligne. Elle existe. Mais comment vous allez les diffuser? Comment vous allez faire savoir aux gens que c'est disponible pour eux? D'accord? Quelle plateforme allez-vous utiliser? Ne sous-estimez pas à quel point vos communications claires sont importantes. Comment pouvez-vous vous assurer que les apprenants complètent les apprentissages en ligne? D'accord? Parce qu'on a beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui oublient complètement par la suite. Donc là, moi, quelques conseils, c'est créer cette motivation. Créer cette motivation, faites ce certificat. Tout le monde adore avoir un certificat à son nom qui dit cette personne a fait cet apprentissage. Envoyez des rappels si c'est possible. On est tous très distraits dans la vie, on a énormément de pain sur la planche. Comment vous faites en sorte de ne pas perdre vos apprenants? Au niveau des avantages, moi je sais qu'au niveau de mon programme, on avait prévu de toucher 4000 personnes en 3 ans. En 1 an et demi, on a touché 12 000 personnes. D'accord? Donc les nombres sont incomparables. Une fois que vous faites les choses correctement et que vous arrivez à en parler aux gens que ça pourrait intéresser, vous voyez ces compteurs monter. Niveau de la cohérence du contenu aussi, c'est parfait parce que vous êtes sûr que tous les gens qui ont suivi votre module d'apprentissage, ils sont passés par les mêmes points d'apprentissage, d'accord? Parce qu'avant, ça dépendait des conditions de formation, de la personne qui facilitait la session, de la langue de la personne qui facilitait la session. Donc là, au moins, vous pouvez être sûr que tous vos apprenants ont le même niveau. Ça permet aussi de filtrer la motivation. Ce que j'ai trouvé, c'est que plusieurs personnes sont très intéressées de venir aux formations en classe, mais par contre, quand il s'agit de faire une formation en ligne, il n'y a plus personne. Donc, vous pouvez aussi voir qui est vraiment motivé et utiliser les formations en classe comme un renforcement de ces apprentissages. Vous pouvez aussi plus facilement traduire vos modules. Donc, par exemple, les modules HOP ont été créés en anglais. On les a traduits en français. On en a traduit certains en portugais pour le Mozambique.
c'est beaucoup plus simple de toucher une toute nouvelle région et un tout nouveau public. C'est convivial, c'est facile à naviguer. Moi, mon conseil, c'est ne pensez pas développer quelque chose de trop compliqué. Des fois, on pense réalité virtuelle, presque des jeux vidéo. Des fois, une solution très simple en ligne suffit. Il faut aussi remettre la tête sur les épaules et se dire, OK, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire? Et est-ce que ce que je suis en train de développer va être trop lourd pour les gens que ça peut intéresser? Covid a montré que notre secteur humanitaire, le secteur du développement, la société en général, on doit être en mesure de digitaliser de plus en plus. Parce que les voyages ne sont pas garantis, parce qu'en plus, il y a l'impact environnemental de ces voyages. Donc, c'est vraiment, ça s'attache à ces avantages-là. Au niveau des inconvénients, sans ordre aucun, comment vous allez garder votre contenu à jour? Parce que si vous devez réinventer votre module à chaque fois, comment vous assurez que les personnes ont vu le bon contenu? Vous renoncez peut-être au partage d'expérience, à moins que vous créez des forums de discussion. Comment vous allez compenser pour ce fait que les gens ne peuvent plus parler de leurs propres expériences? Au niveau des ressources, ça peut monter très vite et très haut. Experts techniques, experts numériques, staff de soutien. Essayez de faire la part des choses. Est-ce que le fait de payer une compagnie pour développer votre module de formation sera moins cher? Pas forcément. Si vous avez 2 modules, je pense que vous rentrerez dans vos frais rapidement. Et pour finir, avant de prendre vos questions finales, donc commencez à penser à vos questions finales parce qu'on aura un peu de temps, je suis contente. Pensez à ce à quoi vous essayez de parvenir. Parfois, un webinaire ou une session en ligne sur Zoom suffit. L'innovation, les produits haut de gamme, c'est très, très à la mode en ce moment. Est-ce que c'est toujours justifié? Moi, je ne pense pas. Il y a des défis en lien avec la traduction aussi, donc c'est plus simple de traduire à grande échelle. Mais par contre, si vous n'avez pas quelqu'un qui parle la langue et qui contextualise les traductions, vous allez rendre compte que votre contenu, des fois, ne veut rien dire du tout. Donc, à grande échelle, une fois que c'est libéré dans la nature, est-ce que ce que vous avez créé est suffisamment global? Est-ce que vous avez bien compris les besoins de votre public? Moi, je sais que j'ai dû partir dans les sessions et j'ai dû enlever tout le contenu spécifique à mon organisation, Save the Children, pour que ça soit utile à tous. Et enfin, je veux juste finir sur le fait que c'est une expérience positive, d'accord? Donc, on fait des erreurs, on apprend, il y a des problèmes techniques, on se rend compte qu'il ne fallait pas mettre des liens PDF dans le module parce que c'est très difficile à garder à jour. Mais on finit par en sourire parce que finalement, quand on voit l'impact et quand on voit le retour des apprenants, on se dit que ça valait la peine. Très bien. Donc, j'ai l'impression que je vous ai beaucoup parlé, vous devez être fatigué de ma voix. Je vais vous laisser le temps de poser des questions sur ce thème global. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions sont des bonnes questions. C'est bien, donc n'hésitez pas donc à inscrire vos questions. Il y en a une qui est déjà postée. Vous pouvez inscrire donc vos questions sur la section questions-réponses. Alors, Francis a posé la question: que faire pour lutter contre un délilage ou déraisonner des pages, des modules pour une formation en ligne déjà postée? Francis, je vais juste vous demander de reformuler cette question, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir comprise complètement. Merci Francis donc de reformuler la question. Il n'y a pas d'autres nouvelles questions pour le moment. Je vois une question qui se poste. Très bien, donc je regarde la question d'Adamou. Enseignant des lycées de formation, en train de faire une transition vers la formation des adultes en action humanitaire. J'organise une petite session de 3-4 heures pour mes collègues et je veux perfectionner davantage dans ce domaine. En tant que formation senior. Donc, Adamou, vous verrez là mon prochain slide, ma prochaine diapositive, ou c'est peut-être celle d'après, il y aura une petite recommandation d'un cours qui existe sur Kaya pour adapter les apprentissages en ligne. Et je vous donnerai aussi le lien vers le HOP, c'est donc tout ce qui est les essentiels de l'action humanitaire. Donc, je pense que ça répond aussi à votre question 2 sur les formations des formateurs en action humanitaire. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter à la fin de ce webinaire.
Merci beaucoup à vous, Fousseni. Oui. Simon, bonjour, merci pour cette présentation. Quelle est votre opinion sur l'implication des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle pour des formations dans les domaines humanitaires? Alors Simon, moi je suis très sceptique et travaillant dans ce secteur depuis un moment maintenant, ayant souvent à travailler avec mes collègues sur le terrain, que ce soit dans l'est du Congo, que ce soit dans le nord-est du Nigeria, j'entends réalité virtuelle et j'ai tout de suite une petite alarme sur le fait que souvent ce n'est pas du tout adapté à des endroits où les connexions Internet vont être perdues. Je me souviens du Soudan du Sud où c'était carrément impossible de se connecter à Internet et on se dit tout de suite que ces solutions telles que la réalité virtuelle, c'est très onéreux et ça demande énormément de ressources. C'est pour ça que des fois, je dis que les solutions les plus simples sont les meilleures si vous voulez vraiment apporter des solutions à vos collègues qui sont sur le terrain. Maintenant, si c'est des choses qui sont destinées à du staff qui est dans les sièges sociaux des organisations en Occident, probablement la réalité virtuelle, c'est génial. Mais il faut juste se demander qui est le public cible. Donc, j'espère avoir répondu. Il y a une question de Fousseni. Oui. Comment peut-on apprendre à concevoir des images permettant de rendre ludique la formation en ligne? Est-ce qu'il y a des logiciels adaptés à cela? Alors tout à fait, Fousseni, il y a des logiciels. Donc je vous ai mentionné Photoshop, je vous ai mentionné Illustrator. Ça s'apprend, ce n'est pas impossible, mais c'est quand même une compétence technique qui ne s'invente pas du jour au lendemain. Donc moi, si c'est vous qui devez développer et que vous n'avez aucune compétence, il faut rester modeste et il faut se dire peut-être que je vais juste ajouter une image qui va représenter ce que je veux dire, ou je vais aller voir sur les banques de données en ligne où des images sont libres d'accès pour voir s'il y a quelque chose qui me correspond. Parce que moi, je sais que je travaille avec des gens dont le boulot, c'est de créer des solutions visuelles. Donc c'est vraiment des artistes qui font ça. Moi, je sais que je suis incapable de faire ça moi-même et je n'ai aucune honte à le dire. Très bien. Olivia, il y a une question de Francis. Pour ce qui est des formations en ligne sur Kaya, par exemple, que doit faire un concepteur d'un module de formation en ligne de sorte que le module soit lu complètement et qu'il ne soit pas simplement défilé par les apprenants? Merci Francis, bonne question. Donc moi dans mon expérience, et je sais que moi il faut que je me garde intéressée, je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal à me rester concentré. Donc quand je développe un module, j'essaie de faire en sorte que ça avive ma curiosité. Pour que ça ne soit pas complètement défilé, moi ce que je vous conseille c'est de bloquer certaines parties du module. Faire en sorte par exemple que tout le monde, que l'apprenant clique toutes les parties, ou si vous mettez des tests, faire en sorte que personne ne peut progresser dans le module jusqu'à ce qu'ils aient atteint une note de par exemple 80%. Vous avez ces petites configurations qui font que votre apprenant va devoir non seulement payer attention à ce qui se passe dans le module, mais va devoir répondre aux questions avant de progresser. Donc si vous offrez un certificat à la fin et que le certificat est ce qu'ils veulent finalement, en instaurant ces configurations, en disant écoutez, vous ne pourrez pas progresser tant que vous n'avez pas répondu sur 10 questions, vous n'avez pas 8 bonnes réponses. C'est un moyen pour faire en sorte que ça ne soit pas complètement digitalisé. Ok. Il y a une question de Brahima. La digitalisation des formations en Afrique est un grand défi. Quels peuvent être les leviers sur lesquels on peut s'appuyer? Ça, c'est une très, très grande question, Brahima, et je ne suis que... J'ai quelques idées, mais je ne voudrais pas aussi penser à avancer la moindre solution. Pour moi, c'est vraiment rappeler au siège, à l'Occident, que l'accès à des ordinateurs, l'accès à une connexion Internet stable, c'est pas forcément un acquis et qu'il ne faut pas imposer des solutions destinées à l'Occident aux réalités de l'Afrique. Donc, c'est vraiment créer des ressources de formation après avoir fait des enquêtes sur les vrais besoins d'apprentissage et les modalités possibles. Donc, les leviers, c'est de dire haut et fort à ceux qui sont en charge de créer ces solutions d'apprentissage
quelles sont les réalités, que ce soit en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient. C'est juste voilà, que l'Occident ne dicte pas les règles de ce qui est OK en matière d'apprentissage, mais que ça se base sur des faits concrets des gens qui travaillent dans l'humanitaire et le développement. Mais c'est vraiment pour commencer à répondre à cette question. C'est une grande problématique. Très bien. Donc, juste parce que j'aimerais bien avoir vos impressions. Comme on l'a dit, vous avez accès à un badge numérique. Donc, c'est un badge. Si vous allez sur le lien de la série d'apprentissage humanitaire grâce auquel vous avez accédé à cet apprentissage aujourd'hui, vous aurez à répondre à 3 questions pour réclamer votre badge numérique qui atteste que vous avez bien suivi la session. Vous verrez, c'est ce petit badge-là qui vient de s'afficher sur votre écran. C'est 3 questions sur qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez changer dans votre manière d'opérer. Surveillez les prochains webinaires en français. Là, c'est notre premier, mais on espère pouvoir en faire plus. Et comme je vais vous les mentionner, donc ces diapositives seront disponibles sur Kaya, vous pourrez y accéder. Et j'ai listé 2 cours, donc le Hub dont je vous ai parlé qui s'est lancé cette semaine, mais aussi un module conseil sur la formation en ligne qui existe en français et qui, je l'espère, peut vous intéresser. Et dans les 3 minutes qui suivent, votre avis nous intéresse vraiment. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions sur comment vous avez trouvé le webinaire aujourd'hui, mais aussi quels autres sujets seraient-ils importants et intéressants pour vous d'aborder en français. Merci beaucoup d'avance et on vous laisse ces 3-5 minutes pour écrire vos réponses.